Mais moi, j'ai toujours été plus supporter du PSG que de l'équipe de France. Là-dessus, je suis assez catégorique. Je pense que Mbappé n'est pas une légende du Paris Saint-Germain. La Ligue 1, où il y avait des méga stars dans tous les clubs, ça me manque quand même. C'est le plus grand match de l'histoire du Paris Saint-Germain. Je suis même pas sûr que le PSG Inter Milan 5-0 soit au-dessus de ce match. Mon frère et moi avons deux passions. Le football, évidemment, depuis toujours. Mais au fil du temps, une deuxième a émergé et a pris une place de plus en plus grande, le cinéma. Pour réunir ces deux univers, j'accueille aujourd'hui Jean-Baptiste Toussaint de la chaîne YouTube Tales from the Click. JB, bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis très content d'être là. Franchement, j'aime bien le combo chemise Universal Studios et casquette foot. Ouais, franchement, limite, ça devient un cliché maintenant, quoi. En fait, j'ai accumulé tellement de vêtements liés au cinéma que limite, ça devient un gros cliché. Il faut que je me calme là-dessus. Et oui, là, c'est cinéma et foot, mes deux grandes passions. Bah, franchement, ça me fait plaisir de t'accueillir parce que tu as grandement contribué à mon intérêt pour le cinéma. Je me souviens, quand j'avais 15-16 ans, j'étais sur YouTube, j'essayais d'étoffer ma culture cinéma en cherchant des infos sur des acteurs. Et je tombais souvent sur des taps. Je me souviens de plein de taps sur mes acteurs préférés, Robert De Niro, DiCaprio à l'époque. Mais ça me fait plaisir d'entendre ça parce que maintenant la chaîne elle va avoir bientôt 10 ans. Et en fait je me rends compte, je captais pas trop à l'époque, mais je me rends compte qu'il y a des gens qui ont commencé à regarder la chaîne à partir de genre 12, 13, 14, 15, un peu comme toi, et qui maintenant aujourd'hui sont des adultes et qui me disent c'est grâce à toi que je me suis un peu intéressé au cinéma, etc. Et ça c'est les meilleurs retours en vrai. Ouais. D'ailleurs on mettra le lien de la chaîne YouTube de JB en description. On sait qu'il y a pas mal de passionnés de cinéma qui nous suivent aussi. Ah ouais. Ouais. Bah, j'ai remarqué ça. Il y a, en fait, parmi les passionnés de foot, il y en a plein qui aiment bien le côté théâtral du foot et qui souvent font la transition vers le cinéma. Ouais, mais c'est vrai que. Et puis en général, tu sais, dans les années 90, les deux plus grands divertissements, c'était le sport et le cinéma. Ouais, donc, tu vois, souvent, ça va de pair, quoi. Et quand on est casanier, on peut très vite tomber dans les deux et développer des passions. Exact. Bah écoute, j'ai appris beaucoup d'infos tapsiennes grâce à tes vidéos. Forcément, il y en a quelques-unes autour du foot, j'imagine. Est-ce qu'il y en a quelques-unes que tu peux nous donner rapidement? Entre le cinéma et le foot? Ouais, sur des acteurs, des anecdotes un peu liées au foot. Bah, de mémoire comme ça, il y a des trucs quand même qui sont un peu fous. Tu vois, par exemple, Omar Sy, qui était dans la même classe que Nicolas Anelka. Et en plus de ça, il traînait avec Jamel Debbouze. Il y a quand même un truc où tu te dis, putain, on a quand même là un mec qui est devenu une immense star de cinéma, un type qui est devenu un ponte de l'humour en France et un mec qui est devenu un des meilleurs footballeurs français. Quelles étaient les chances pour qu'ils soient réunis au même moment à Trappes? Ça, c'est quand même des histoires qui sont incroyables. Mais non, mais très souvent, tu sais, il y a beaucoup d'acteurs comme ça qui adorent le foot. Récemment, je suis retombé sur une photo qui était assez folle où on voit, tapez ça sur Google, on voit Jack Nicholson qui est là pour la finale France 98. Et en fait, il a le drapeau de l'équipe de France tatoué, enfin dessiné sur les joues, maquillé sur les joues. Et il est, je crois, avec un autre acteur, Harvey Keitel peut-être, mais à vérifier. Mais tu vois que Jack Nicholson soit là pour la finale, c'est trop marrant, quoi, je trouve. Donc ouais, il y a plein de Jack Nicholson, c'est un fan de foot? J'étais pas mais même pas, je crois, il s'en fout. Par contre, Jack Nicholson, c'est un immense fan de basketball, immense fan des Lakers. Et dans ses contrats, c'est un des rares acteurs qui peut se permettre ça. À l'époque où il tournait encore, dans ses contrats, il y avait tout un truc sur je peux pas tourner s'il y a un match des Lakers, ou alors faut m'apporter une télé dans ma loge. Pendant 2 heures, je veux pas qu'on me parle, etc. Donc il est vraiment genre méga. Ben Affleck est un peu comme ça aussi avec le baseball, je crois. Il y a aussi une anecdote sur Timothée Chalamet. Ouais, immense fan de l'AS Saint-Etienne. Et puis là, c'est pas commun parce que si t'as Timothée Chalamet qui te dit je suis fan du PSG ou de l'OM ou de Barcelone, bon, pourquoi pas, tu vois. Mais là, c'est Saint-Etienne, tu sais, ça va chercher loin. Et il y a des archives de Timothée Chalamet où on voit dans sa chambre des posters de Jimmy Briand. C'est quand même assez incroyable, quoi. Jimmy Briand. Et je me souviens qu'il y avait une émission, donc C'est à vous, sur France 4, je crois, où en gros, Jimmy Briand passait un message à Timothée Chalamet et genre Chalamet était hyper ému d'avoir un message de Jimmy Briand alors que tu sais Chalamet c'est une méga star, Briand c'est une star de foot mais tu vois, et donc c'était assez rigolo à observer, quoi. Je me suis posé la question, si je devais faire un clic droit sur un joueur de foot, peu importe, pas seulement en PSG, lequel tu choisirais? Bah, très souvent, on va se diriger vers des caractères forts qui ont eu des histoires. Là, comme ça, instantanément, je pense à Zlatan, par exemple. Ah. Tu vois, Zlatan, mon joueur préféré. Ah ouais, pour être honnête, ouais. Ouais, super. T'es pour le PSG ou pas? Non, même pas. Même pas. Est-ce que ça t'a fait aimer le PSG un peu qu'il soit là-bas? J'ai aimé, mon PSG préféré, c'est celui de Zlatan. Parce que tu supportes quel club? Wydad Casablanca. Ok, donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, potentiellement, tu peux t'amouracher d'un club si ton joueur préféré joue là-bas, quoi. Non, mais ça, c'est clair. Ouais. Tu vois, donc en fait, vu qu'il est parti au PSG. Mais tu sais, c'est marrant parce que Zlatan,
J'avais fait un podcast avec le traducteur de son livre qui est sorti en 2012 à son arrivée au PSG. Son traducteur, j'ai fait un podcast avec lui, il m'a raconté comment il a fait pour écrire une telle histoire sur Zlatan, comment il s'est intéressé à lui, ce qu'il pense du personnage. Et effectivement, je suis d'accord. Il m'a aussi parlé de Gascogne. Ah ouais, Gascogne. Mais tu vois, bah, tu me sers sur un plateau cette proposition parce que Gascogne, c'est une histoire assez incroyable. C'est un joueur qui a des problèmes avec l'alcoolisme et qui a fait un Euro 96 extraordinaire. Moi, je l'ai vu de mes yeux, cet Euro 96, parce que je pense que je suis un peu plus âgé que toi. Et il a fait un match extraordinaire. T'as déjà vu son but contre, je crois que c'est contre l'Écosse. T'as déjà vu son but contre l'Écosse? Il fait une sorte de coup du sombrero, amorti poitrine, coup du sombrero sur un gars, frappe enchaînée. C'est un des buts les plus cultes de l'histoire de l'Euro, quoi. Et là, on voit des images de lui qui font vraiment peine à voir, où il est rachitique, complètement bourré, machin. Ouais, bah tu vois, limite, ce serait pas un Tabs. Lui, c'est un film qu'il faudrait faire sur lui, quoi. Tu peux carrément faire un film sur la vie de Paul Gascogne parce qu'il y a ce truc de être adulé, être tout en haut et puis finir tout en bas, tu vois. Ce serait un film un peu à la Raging Bull. Exactement, ça pourrait, ouais. Ça pourrait ressembler à ce schéma-là. Mais non, mais tu vois, tous ces forts caractères comme Cantona, comme Gascogne, comme Zlatan. Là, récemment, j'ai vu un truc qui était assez drôle sur Twitter. C'était un mec qui avait fait une compo des plus forts caractères de l'histoire du foot. Donc, genre, t'avais une attaque Adriano Zlatan, t'avais Gascogne, t'avais. Comment il s'appelait ce boucher hollandais, là, numéro 6 Stam. Stam, c'était le défenseur central, mais il y avait un milieu défensif qui a fait la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, qui était un véritable boucher. De Jong. De Jong, voilà. Tu sais, il y avait De Jong, et en fait, il y avait Roy Keane, il y avait les pires caractères de l'histoire du football, et la question c'était qui pourrait coacher cette équipe? Parce que tu vois, tous les égos sont immenses et tout. Moi, j'ai pensé à Mourinho, évidemment. mais ouais, je pense que c'est tous ces mecs-là sur qui on pourrait faire des films. D'ailleurs, tu vois, c'est le seul qui a percé dans le cinéma, joueur de foot qui a percé dans le cinéma, c'était justement un ancien joueur de Wimbledon, de l'équipe de Wimbledon, et qui était un véritable boucher sur le terrain. Et il a fait des films de série B, des films d'horreur. J'ai oublié son nom, putain. Comment il s'appelle déjà, ce gars ? Wimbledon. Ouais, il a joué à Wimbledon. Il faisait partie. Il y avait toute une équipe. Je sais plus si c'était Crystal Palace ou Wimbledon, mais ils étaient surnommés les bouchers de l'Angleterre. Tu sais, ils avaient que des bouchers sur le terrain. Et il y a un des gars qui a percé. J'ai un trou de mémoire là, je suis désolé. Mais tu vois, il a percé dans le cinéma. Et ouais, c'est ces forts caractères là dont on a envie d'entendre les histoires. En vrai, tu vois, je pense Diego Maradona aussi, je pense que Maradona aussi, bien sûr. Je pense que c'est le personnage ultime du foot. Mais tu vois, un film sur Hugo Lloris, tout le monde s'en branle, tu vois. Parce que c'est le mec qui est méga lisse, il y a pas grand chose à raconter finalement. C'est vrai que ça manque de croustillant. Bah c'est ça, exactement. Ma question d'après, c'était s'il fallait choisir un entraîneur. Bonne question. Moi quand même, Ancelotti me fascine quand même. Tu vois. Ancelotti me fascine parce que c'est un mec. Tu vois, surtout aujourd'hui, on envoie des entraîneurs qui paraissent un peu. Mais après, tu sais, ça peut vite repartir, mais qui paraissent un peu, entre guillemets, périmés ou en difficulté, tu vois. Typiquement, je pense à Mourinho. Mourinho, pour moi, à un moment donné, c'était le plus grand entraîneur de l'histoire. Et là, aujourd'hui, il galère un peu à Fenerbahçe. Ses derniers passages en Angleterre, c'était pas ouf. Guardiola, là, ça commence à devenir compliqué à City. Donc, en fait, ces mecs qui étaient des mastodontes en entraîneur, on se rend compte qu'ils sont un peu en perte de vitesse. Et Ancelotti, c'est un gars, mis à part sa petite période à Everton, même, et en plus, il était pas mal à Everton, Ancelotti, il a bien redressé le club et tout, mais il a jamais vraiment connu de trou d'air, ce gars. Et partout où il est passé, malgré son âge avancé, il a toujours réussi. Là, il vient de signer au Brésil, donc je suis assez curieux de voir comment ça va se goupiller, mais c'est un entraîneur qui a été toujours constant dans sa carrière et qui a toujours su s'adapter au football moderne. Et tu sais, c'est marrant parce que j'avais fait une vidéo sur Ancelotti il y a 3 mois là, et le titre de ma vidéo, c'était Carlo Ancelotti s'en fout. Et en fait, la force de cet homme, c'est qu'il a aucune tactique ou aucun schéma particulier qu'il suit dans ses matchs. Il met plus en avant ses relations humaines. Bah, c'est ça. Il fait du management, donc ça se périme difficilement. Et puis je pense que tactiquement, il y a quand même aussi un fond, tu vois, il y a quand même non, mais vraiment, le fond, il est presque vide dans Ancelotti. Il l'assume. Hein. Il y a un documentaire sur Prime Video où on lui demande c'est quoi ta tactique pour marquer. Il prend le joueur, il prend il y a un tableau avec le 11 de départ, il met le ballon, il va de la défense à l'attaque, on marque. J'ai vu cet extrait. Ah, tu l'as vu ? J'ai vu cet extrait, ouais. Et à un moment donné, il y avait une tactique bien précise. C'était pas ce fameux sapin de Noël qui mettait en place à Milan, tu sais, ce fameux 4, 3, 2, 1, tu vois. Mais c'est vrai qu'il a participé à l'évolution du poste de Regista avec Pirlo. Ouais, c'est vrai.
Mais non, mais Ancelotti, et puis en fait, tous les joueurs qui ont eu Ancelotti pour entraîneur ont toujours dit la même chose, à savoir, c'est un mec qui sait gérer les égos, c'est un mec qui te laisse pas dans ta frustration quand t'es remplaçant et tout le monde dit que c'est un super type. Tu sais, il y a ces fameuses anecdotes qu'avait raconté Lavezzi lorsqu'il était au PSG, Ancelotti, où en gros, il les laissait aller au resto le soir et puis il allait les rejoindre comme ça pour faire la fête avec eux. Il y a vraiment un truc où je pense que c'est le genre de gars pour qui t'as envie de gagner. Et c'est pas par hasard si le Real a souvent, ces dernières années, gagné dans les arrêts de jeu à chaque fois en faisant des remontadas. C'est que, je sais pas, peut-être qu'il insuffle quelque chose. Sur les réseaux, tu postes souvent des références au foot des années 90. T'as l'air d'être quelqu'un de nostalgique sur les réseaux. Je sais pas si c'est le cas. Mais... En vrai, tu veux que je te dise un truc ? Je pense que tous les gens sont nostalgiques du football de leur enfance et adolescence. Ouais. T'as quel âge ? J'ai 25 ans. Ok, tu verras dans 10 ans, tu seras nostalgique de Dembélé, de toute cette période-là actuelle. Je suis déjà nostalgique de l'époque Messi Ronaldo. Tu vois. Donc, Bon, après, voilà. c'est une époque exceptionnelle. Voilà. Mais en fait, je pense que c'est inhérent à tous les amoureux du football. Et je vais te dire une chose. Moi, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au football en 93-94. Je m'intéressais au foot avant, mais c'était via un dessin animé qui s'appelait Olive et Tom et Captain Tsubaya. Et en gros, j'ai commencé vraiment à supporter le PSG en 1993. Et c'était l'époque de Ginola, Weah. En équipe de France, il y avait Cantona, Papin, Boli, tous ces joueurs-là et tout. Djorkaeff, Zidane après et tout, machin, bref. Et je me souviens que quand les oncles ou le beau-père parlaient du foot d'avant, ils parlaient de Didier Six, Platini, Rocheteau. Et moi, je me souviens, j'étais là genre, mais c'est ringard ces rêves, tu vois. C'est ringard de fou. Ouais. Et en fait, ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que je suis devenu le ringard de service. Si je parle aux gens de je sais pas, de Abelardo, de Stoïkov, de Lechkov, les gens connaissent pas, tu vois. Et en fait, je suis le ringard que je détestais avant, quoi. Donc en fait, c'est terrible, mais ça fait partie de la chose. Mais après, ça m'empêche pas de trouver que il y avait quand même des choses cool avant, quoi. Mais ouais, en tout cas, le foot me passionne moins maintenant, même si je suis à fond encore. Il me passionne moins qu'avant, parce que je pense qu'il y a quand même ce truc où quand t'es enfant et adolescent, le foot, c'est toute ta vie, quoi. C'est quelle passion qui a émergé en premier ? Celle du foot ou celle du cinéma ? C'est une bonne question. Je pense que ça a été le cinéma. Ah ouais, parce que, okay. Ouais, le cinéma, parce que tout petit, moi, j'ai vraiment ces souvenirs de vidéoclub, d'aller louer des films, de regarder des films à la maison, d'aller au cinéma. Et après, le foot, c'est venu après. En fait, puis tu sais, il y avait la télévision. Donc, la télévision, il y a des films, il y a des dessins animés. Et le foot, c'est venu plus tard. Donc, mais après, le foot, ça a été une passion égale au cinéma pendant très très longtemps dans ma vie. Je pense que là, si je devais choisir une des deux passions, ce serait le cinéma, parce que le foot m'intéresse un peu moins. Tu sais, quand j'étais ado, j'étais capable, enfin, je voulais pas louper un Auxerre Bordeaux, par exemple. Je suis fan du PSG, mais je voulais pas louper un Auxerre Bordeaux sur Canal. Pourquoi ? Parce qu'à Auxerre, il y avait Laurent Blanc, t'avais Bernard Diomède, t'avais Tasfaout. À Bordeaux, t'avais Zidane, Lizarazu, Dugarry, etc. Tu sais, c'était des grands joueurs. Moi, le jour où j'ai compris qu'Auxerre était un grand club, c'est quand j'ai vu Dîner de con. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et on parle d'Auxerre dans le film, c'est quoi ce club ? Oui, mais parce qu'avant, j'ai pas grandi avec moi, Auxerre. Ouais, parce que c'était quelque chose, Auxerre. Et Auxerre, tu sais, ça faisait demi-finale de la Ligue des Champions, demi-finale de la Coupe UEFA. Ça avait des grands joueurs, des internationaux, et puis en plus, c'était surtout une histoire extraordinaire. C'est un club qui vient de nulle part, un club de campagnards qui devient un club méga connu en Europe. Et aujourd'hui, si tu te mates un Auxerre-Bordeaux, c'est pas les mêmes joueurs, quoi. En fait, la Ligue 1 a perdu de sa superbe pour plein de raisons, à cause de l'arrêt Bosman, à cause de plein de choses qui sont arrivées par la suite. Mais tu vois, moi, en fait, c'est cette Ligue 1 qui manque. La Ligue 1, où il y avait des méga stars dans tous les clubs, ça manque. Et la Ligue 1 sur Canal aussi. La Ligue 1 sur Canal aussi, parce que Canal, c'est le meilleur diffuseur pour le football en France. Et moi, tu sais, quand je vois la Ligue 1 sur DAZN, sur d'autres... Ils ont lancé une nouvelle plateforme, peut-être que ça va relancer quelque chose. Ouais, je sais pas. La seule bonne nouvelle, c'est que j'ai vu que les tarifs étaient assez abordables, parce que si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 7 € par mois, un truc comme ça. 15, il me semble. Je crois que c'est 7,50 € ou un truc comme ça. Je crois que tu as 2 écrans partagés. Enfin, il y a tout un s'il y a 2 utilisateurs. Ouais, c'est ça. Okay. Et bon, ça, c'est plutôt cool, quoi, pour le coup. En 2022, tu as accompli un rêve de gosse, qui est de devenir... Enfin, Chase From The Click devient le sponsor de l'équipe des U19 de Drancy. Ouais. Lors d'un match contre le PSG, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'était un petit pari un peu fou. En gros, moi, je suis né à Drancy dans le 93 et j'ai joué à la JAD, donc la Jeanne d'Arc de Drancy, quand j'étais petit. Et puis voilà, j'ai grandi, j'ai un peu bougé à droite à gauche. Et avec TFTC, il y a 2-3 ans, je crois, je me suis dit, putain, mais ce serait trop bien d'être sponsor du club de mon enfance et de là où je suis né, quoi.
Et donc, j'ai contacté le président, j'ai contacté des gars là-bas. Et en fait, je leur ai dit, moi, ça m'intéresse sur un match, mais contre le PSG, parce que c'est mon équipe de cœur. Et dans l'équipe du PSG, il y avait Xavi Simons, Zahir Emery. C'est marrant qu'ils aient joué dans Drancy PSG. Ils sont dans le même championnat. Ouais, en fait, les U19, il y a les U19 de Drancy, les U19 du PSG, il y a les U19 du Havre. Il y a tout... En fait, c'est par région les U19. Tu vois. Okay. Et donc, il y a Drancy qui a une des meilleures équipes U19 d'Île-de-France. D'ailleurs, je crois qu'ils ont battu un record cette année-là. L'année où on a le sponsor, ils battent le record. C'est le meilleur classement d'un club amateur en U19. Et donc, voilà. Et en fait, cette année-là, ils font une bonne saison. Ils sont deuxième, match hyper important contre le PSG. Moi, je suis hyper content de sponsoriser Drancy. C'était vraiment une fierté pour moi. Il n'y avait pas plus Camara qui était entraîneur du PSG et tout machin. J'étais au stade, c'était trop bien. Quoi. Ouais. J'oublierai jamais cette journée, c'était fou. Il y a eu combien au score ? Et on a perdu 8-0. Enfin, on a perdu 8-0. Et sur l'instant, j'étais là, genre putain, merde. Genre, avec mon sponsor, ça fait moche. Mais en fait, du coup, ça devient marrant, quoi. Tu vois. Ouais, vaut mieux perdre 8-0 qu'un vieux 0-0. Quoi. C'est ça, exactement. Et donc, voilà. Puis on a vendu après 93 maillots en édition limitée. Et l'intégralité de l'argent, je l'ai reversé au club de Drancy pour les jeunes, en fait. Pour les infrastructures, pour les jeunes, etc. Ça. Et donc, du coup, c'était une façon de rendre un peu, tu vois, ce que la ville m'avait donné et surtout de garder un super souvenir avec ce... Tu vois, j'ai rien touché, mais en même temps, au niveau des souvenirs, c'est là où j'ai le plus touché. C'était trop bien, quoi. Tu vois, c'était super moment, j'ai adoré. Incroyable. On va revenir un peu sur les films. Forcément, vu que t'aimes bien ces deux univers, cinéma, foot, est-ce qu'il y a des films ou des séries sur le foot qui t'ont vraiment marqué ? Série, il y a Olivier Tom. Olivier Tom, c'était un dessin animé sur le foot qui passait au club Dorothée quand j'étais petit. Mes parents m'en parlent tout le temps, j'ai jamais vu. Ouais. J'ai pas grandi avec ça. Ils ont quel âge tes parents ? Ils ont 50 et 60. Ouais, donc ils ont connu à fond, quoi, c'est sûr. Ils ont connu. Et putain, je suis vieux de fou. Et en fait, donc Olivier Tom en dessin animé, ça me rendait vraiment fou, j'adorais. Et c'est ce qui m'a donné envie de jouer au foot, en tout cas, peut-être pas aimer le foot, mais en tout cas jouer au foot. Et en film, non, pas vraiment. Tu sais, en fait, c'est très dur de faire un film sur le foot. Mais ouais, tu sais, j'ai des souvenirs du film 3-0 quand j'étais ado. Mais ça m'a pas plus marqué que ça. Si, en vrai, un bon souvenir de film de foot, c'est Didier avec d'Alain Chabat. Parce qu'il y a toute une séquence au Parc des Princes avec le PSG version 95-96 à la fin. Ça, c'était cool. Mais non, j'ai pas des grands souvenirs de films de foot. Mais c'est dur, un film de foot. Hein. Moi, j'en ai 2. Ouais, vas-y. Goal. Ouais, mais Goal, c'est la génération d'après. J'ai jamais regardé Goal. Ah ouais ? Ouais. C'est bien ? En vrai, c'est très agréable à regarder. Vu qu'on a tous grandi avec ce rêve-là de devenir footballeur, t'es un peu dans la peau d'un jeune Mexicain issu d'une famille très pauvre. C'est pas un gars qui joue à Newcastle après un délire comme ça ? Ouais, il va s'envoler en première ligue, faire des tests. Ouais. Et à ce moment-là, il va commencer... En plus, il est asthmatique. Donc, il y a plein de contraintes intéressantes qui vont bloquer un peu son rêve, mais il va quand même... Moi, je vais pas spoiler, mais c'est pas mal. Ce que je sais de Goal, c'est qu'il y avait des gros guests. Je crois qu'il y a Zidane, Beckham, c'est ça ? Ouais, ça, c'est dans le 2. Ok, d'accord. Okay. Dans le 2, quand il signe au Real. Non, mais tu sais, un film que j'avais bien aimé quand j'étais ado, genre j'étais tombé dessus un jour et j'avais trouvé ça hyper fun, c'était Shaolin Soccer. Ça te parle ou pas ? Oui. Et je l'ai vu qu'une fois dans ma vie, mais dans mes souvenirs, c'était cool. C'était marrant, quoi. Il y a de grosses frappes sur les murs. Ouais, c'est ça, ouais. Dans mes souvenirs, c'était pas mal, Shaolin Soccer. Ouais. Il y en a un autre, Gilles. Gilles ? Ça raconte l'histoire d'un gamin belge qui va aussi avoir le rêve de devenir footballeur. Et son père meurt d'une crise cardiaque très tôt dans le film, et il va quand même tenir son rêve en main. Ouais, j'ai pas vu ce film. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Mais c'est vrai, t'as raison, les films sur le foot sont rares. Les bons films sur le foot sont rares. Mon frère avait fait un podcast avec François Bégodeau, critique cinéma réputé pour ceux qui ne connaissent pas, et il lui disait, si les films de foot sont souvent ratés, c'est parce que 50% de l'intensité du foot vient du réel et du live. Et c'est pour ça en fait que le cinéma n'arrive pas à retranscrire cette intensité-là. C'est quoi ton avis là-dessus ? Pourquoi il n'y a pas assez de bons films sur le foot ? Je sais pas si je suis d'accord, parce que toute l'intensité du live et du direct est aussi importante dans la boxe. Et pourtant, il y a des grands films de boxe. De tous les sports qui existent, très souvent, ce sont les films de boxe qui sont les plus primés et les plus appréciés. Or, le direct est tout aussi important que le foot dans la boxe. Donc non, je pense pas que ce soit là. Moi, je pense qu'en fait, c'est difficile parce que c'est un sport collectif. Et c'est toujours plus difficile de faire des bons films sur des sports collectifs. Sur les sports individuels, c'est toujours plus simple parce qu'on se focus sur un personnage. Justement, encore la boxe, tu vois, j'y pense, des films comme Rocky, etc., comme Raging Bull, c'est plus simple.
Et tu vois, il y a peut-être le meilleur film de foot, c'est un film qui s'appelle Coup de tête de Jean-Jacques Hano avec Patrick Devers, et ça suit un personnage de cette équipe. Et en plus, ça se concentre pas totalement sur le foot. Donc ça suit Patrick Devers. Donc moi, je pense que c'est peut-être ça, mais Parce que quand tu dis que même les films sur Maradona et Pelé, parce qu'il y en a, n'ont jamais fonctionné, tu te poses des questions quand même. Pourquoi? bah oui, c'est ça, mais Par exemple, le film là sur les sœurs Williams avec Will Smith, là, la méthode Williams. Franchement, j'ai bien aimé. Il y avait une histoire. Moi, je l'ai pas vu, mais je sais qu'il a gagné l'Oscar. Oui. C'est l'année de la fameuse baffe en plus Ouais. qui a gagné l'Oscar. Mais ouais, je l'ai pas vu. À ce qui paraît, c'est cool. Ouais. Mais je crois que c'est plus c'est focus sur l'entraîneur, sur lui, quoi. Non, c'est ça. Oui, non oui. Ouais. Bah ouais, c'est lui le personnage principal. Ouais, c'est ça. Mais tu vois là, on m'a dit que là, il y a eu un film avec Jamel Debbouze qui s'appelle Mercato. Moi, je l'ai pas vu. Mais en fait, il a floppé au ciné. Mon Mais il y a frère l'a beaucoup... vu, il a pas aimé. Ah, il a pas aimé parce Non. qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était pas mal. Ok. Mais non, il a Bah pas ouais, aimé. ça se concentre sur un agent, du coup, c'est un Ouais, peu c'est ça, différent. Mais il a pas aimé, non. Mais non, mais ouais, des films sur le foot, c'est complexe à faire. Hein. Il y en a un récent qui est sorti aussi, Les Arènes. Je sais pas. Il a pas marché ce Ah ouais cinéma. Non, et puis en plus, il y a ce truc où les gens, quand ils veulent voir du foot, ils veulent voir du foot. Ils veulent pas voir du foot scénarisé, ou tu vois. Et puis aussi, il y a un truc qui est complexe avec les films de foot, c'est que très souvent, c'est mal chorégraphié sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois que ce sont des amateurs qui essaient de reproduire un peu les gestes de football. C'est mal filmé et tout. Donc, ouais, c'est très dur de faire un bon film de foot. Hein. Sur ta chaîne YouTube, il y a presque 200 vidéos. Putain, Sur 191, j'ai vu. Ok, je pensais pas qu'il y en avait autant. Si tu m'avais demandé, je t'aurais dit, je sais pas, peut-être genre 92. En fait, non, il y en a 100 de plus. Ok, d'accord. Bah, toutes sur le cinéma, musique ou pop culture. Ouais. T'as fait aussi des vidéos sur Michael Jackson, des grandes figures un peu de la C'est ça. pop. Mais il y a une seule vidéo qui traite pas de ça, qui traite du foot justement, postée le 8 mars 2016. Clique droit sur le PSG en Coupe d'Europe. Oui, j'en souviens. Ouais. Comment elle est née cette passion pour le PSG? Cette passion pour le PSG, elle est née un soir de mai 93, ou d'avril 93 plutôt, si je dis pas de bêtises. Je suis dans la rue à Drancy avec mon beau-père, et il y a le match retour de la Coupe UEFA PSG Real Madrid. Au match aller à Bernabéu, on a perdu 3-1, et mon beau-père a 2 collègues espagnols, André Barquero et Anselmo, je me souviens des noms. Tu vois. Et en fait, ils sont en train de le charrier parce qu'eux, ils sont persuadés que le Real Madrid va passer, ils ont gagné 3-1 à l'aller. Et ils sont en train de chanter Viva España dans la rue. Et Viva España. Et là, il y a mon beau-père qui est là, genre, mais non, on va faire quelque chose ce soir, etc. Donc moi, je regarde le match. J'ai pas vraiment de souvenir d'avoir regardé des matchs avant. Je me souviens que j'avais regardé la finale de l'Euro 92, Danemark-Allemagne, mais j'ai pas vraiment de souvenir de foot. Et donc, je regarde ce match. T'avais quel âge? J'avais 10 ans. Et donc, je regarde ce match, et c'est là que c'est assez incroyable, c'est que c'est le plus grand match de l'histoire du Paris Saint-Germain. Je suis même pas sûr que le PSG Inter Milan 5-0 soit au-dessus de ce match en termes d'intensité, de suspense, etc. Au final, on gagne 4-1 à la dernière seconde, etc. C'est un match de fou. Et surtout qu'il y avait un écart vraiment énorme entre le PSG et Real à l'époque. Et donc voilà, et donc tout de suite je suis piqué. Je regarde la demi-finale contre la Juventus, on perd. Et puis la saison suivante, la saison 93-94, je regarde tous les matchs. Mais vraiment, j'écoute à la radio le soir religieusement, je regarde Téléfoot, j'enregistre avec une cassette tout ce qui passe sur le PSG à la télévision, je m'achète le maillot, je m'achète tout. Vraiment, toute ma chambre, il y a des trucs du PSG sur le mur et tout. J'étais à fond, quoi. C'était ma vie, c'était le PSG, quoi. Je parlais que de ça à l'école avec des potes et tout. Genre, j'étais à fond, quoi. Et c'est comme ça qu'est né mon amour du Paris Saint-Germain. Bah forcément, vu que t'as vécu les 2 périodes à fond, avant Qatar et après Qatar, laquelle tu préfères? Et est-ce que l'arrivée des Qataris a impacté ton attachement au club? C'est une très bonne question. Et en plus, c'est d'autant plus une très bonne question que tu la poses dans la période qu'on connaît actuellement du Paris Saint-Germain. Où là, le Paris Saint-Germain est en train de devenir la meilleure équipe du monde. Oui, voilà. Actuellement. Donc si tu m'avais posé cette question au lendemain de la remontada ou de PSG Manchester 3-1, ma réponse aurait pu être un peu différente. Mais moi, ça va paraître un peu fou, mais quelque part, je suis un peu nostalgique du PSG avant le Qatar. J'adore le PSG actuel, j'adore ce que le Qatar nous a apporté. On a pu connaître des grands joueurs, on a pu connaître des gros matchs européens, etc. Ça, c'est sublime. Mais tu vois, le PSG d'avant, c'est comme... imagine, t'as des parents, d'accord? Et ils te donnent un bonbon une fois toutes les 3 semaines. Tu sais, tu vas le savourer, ce bonbon, quoi. Ils te donnent un bonbon, puis tu sais, tu vas enlever le petit papier comme ça, et puis tu vas le manger, et puis tu sais que le prochain, ce sera dans 3 semaines, et il est extraordinaire, ce bonbon, Ouais, quoi, parce que t'as pas l'habitude. Et Nasser, il est arrivé, il nous a donné des bonbons tous les jours.
Et à force de manger des bonbons tous les jours, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une indigestion, en fait. Et puis, tu prends plus vraiment plaisir à manger ce bonbon. Surtout en Ligue 1. Parce que exactement. Donc, en fait, gagner le championnat n'avait d'un coup plus la même saveur qu'avant. Gagner la Coupe de France, pareil. Bon, voilà. Et en fait, moi, je me souviens de cette époque où quand tu gagnais une Coupe de France, c'était comme gagner la Ligue des Champions, quoi. Moi, je me souviens, gagner la Coupe de la Ligue, ça me faisait ma semaine. Ça veut dire qu'on se qualifiait en Coupe d'Europe alors qu'on était nul en championnat, on était genre 12e. Et j'étais là, j'étais trop content, quoi, tu vois. Et donc voilà, donc en fait, la rareté me manque. Mais là, quand je vois le Paris Saint-Germain aujourd'hui, la Ligue des Champions, et puis surtout l'équipe qu'on a là, on a envie d'aimer tout le monde et tout. Là, finalement, c'est un peu le feu d'artifice qu'a toujours attendu Nasser depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. C'est sublime ce qu'on vit là, quoi. Et quand tu étais jeune, quand tu voyais le Barça, le Real, Milan, toutes les grandes équipes, tu disais pas je rêverais que le PSG ait ce niveau-là. Ouais, mais alors, tu sais, il y a une blague qui était un peu drôle avec des potes fans du PSG, c'est que il y a toujours eu un truc assez particulier avec le Paris Saint-Germain, c'est que soit on est magique, soit on est extraordinaire, soit on est pathétique. Ça a toujours été un peu l'histoire du Paris Saint-Germain, ça. C'est-à-dire que le lundi, tu peux être extraordinaire, et puis le vendredi, nul à chier, quoi. Et dans les périodes où on était hyper nuls, je me souviens qu'avec nos potes, on se disait, mais putain, tu sais, on est tellement nuls que tu pourrais nous donner Messi, CR7, n'importe qui, on serait quand même nuls, tu vois. Et on a eu Messi et tout, et on était quand même nuls, tu vois. Donc en fait, la prophétie était là, quoi. Et voilà, mais oui, ça me faisait rêver quand je voyais ces grands joueurs. Mais tu sais, en vrai, même époque avant Qatar, et ça les gens l'oublient un peu, on n'a pas été desservi Néo-Star, tu vois. Genre avant le Qatar, on a eu des Ronaldinho, t'imagines Ronaldinho? On a eu JJ Okocha, on a eu Pauletta, Rai, Ginola, Wea, Valdo, tu sais, on a eu des grands joueurs, quoi. Même parfois des joueurs en fin de carrière, tu sais, des mecs comme Juli, Makelele, etc., machin, mais dans l'histoire du Paris Saint-Germain, on a toujours eu des grands joueurs, parce qu'au final, quand tu penses à Ronaldinho, Arteta, Okocha, Anelka, etc., tous ces joueurs-là, bah, est-ce qu'ils ont tant de choses à envier à Lavezzi, Pastore, etc. C'est un peu les mêmes joueurs, quoi, tu vois. Donc, vraiment, ce qu'on fait la différence, c'est les Zlatan, Thiago Silva, tous ces vraiment gros joueurs qu'on n'aurait jamais pu avoir. Mais en vrai, les stars, on les a eu avant aussi, quoi, tu vois. T'as souvent parlé d'un joueur que t'as pas encore cité là, Alain Roche. Tu faisais même partie de son fan club plus jeune. Est-ce que c'est lui qui t'a le plus marqué au PSG? Non, pas du tout. C'est juste qu'en fait, c'était le fan club le moins cher du PSG. Et en fait, moi, je voulais être au fan club de David Ginola et ma mère, elle a dit c'est trop cher, on prend le joueur le moins cher dans tous les fan clubs. Donc en fait, il y avait un magazine du PSG à l'époque et l'abonnement, parce que tu sais, quand t'es dans un fan club, tu dois payer un abonnement toute l'année. Ouais. Et l'abonnement le moins cher, c'était Alain Roche. Et ma mère a dit, bah, tu iras au fan club d'Alain Roche. Et du coup, moi, je trouvais ça trop bien. Et un jour, alors, je sais plus en quoi ça consistait. Ça existe plus trop, ça, les fan clubs aujourd'hui. Je crois qu'il y a plus ça. Bah, ça me dit rien, moi. Mais oui, c'est ça, tu vois. Mais en fait, à l'époque, un fan club, c'était trop bien parce que chaque mois, tu recevais des sortes de, je sais pas, un petit magazine avec les news sur ton joueur préféré, tu vois. Tu recevais des petits cadeaux sur Alain Roche, des trucs comme ça. Et à la fin de l'année, c'était l'apothéose parce que tu allais au restaurant avec ton joueur. C'est-à-dire qu'en fait, Alain Roche, mettons, il avait un fan club de 30 personnes, tu vois. Bah, il invitait les 30 au restaurant. Donc, j'étais allé à Saint-Germain-en-Laye, dans une pizzeria. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde pensait qu'il fallait payer à la fin. Mais lui, à la fin, il a dit, bah allez, c'est pour moi, je régale. Et moi, j'étais là, genre, ah, quel seigneur, quoi. Il a payé pour tout le monde et tout. Et j'ai une photo avec Alain Roche que j'ai encore aujourd'hui, où je suis au restaurant avec lui à la fin, à l'addition et tout. Et tu me l'enverras, on la mettra au exactement, je te l'enverrai. Et en fait, il y a ce truc où tu te dis, bah, tu sais, pour un petit, c'est impressionnant, parce que je dois avoir quoi, 12 ans, tu vois, 11 ans, 12 ans. Et voilà, tu sais, quand t'as 11 ans, 12 ans, être avec un joueur au restaurant, moi, je me souviens, j'étais là au bout de la table, je le regardais, et c'était Dieu, quoi, tu vois. Sur tes réseaux, bah, même dans tes paroles, j'ai compris que tu t'attaches bien plus à des joueurs qui aiment le club qu'à des stars. C'est un peu cette philosophie-là que tu adoptes. Par exemple, Messi, est-ce que tu en gardes un souvenir amer au PSG? Je sais pas si j'en garde un souvenir amer, mais en tout cas, je trouve ça extraordinaire qu'on ait eu le plus grand joueur de l'histoire, parce que je pense que, je sais pas quel est toi. Toi, t'es plus CR7, non? Moi, Ronaldo et mon frère Messi. Ok, d'accord. Bon, bah, tu vas pas être d'accord avec moi. Mais je sais que c'est le plus grand joueur d'histoire. Je pense que c'est le plus grand joueur de l'histoire, même devant Maradona, Pelé, etc. Donc c'est quand même extraordinaire d'avoir eu le plus grand joueur de l'histoire dans ton club. C'est quand même une sorte de fierté, quoi. Mais son passage a été entaché par des performances assez quelconques, finalement, parce que nous, on était habitués à ces standards à Barça. Donc, et aussi un comportement un peu... je sais pas, mais tu sais, c'est difficile parce que moi, je me souviens qu'à l'époque, je me disais, c'est quand même chaud de le siffler, Messi, parce que.
Mais le problème, c'est qu'il est arrivé en traînant les pieds parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui pouvaient assumer son salaire. Donc c'était soit ça, soit l'Arabie Saoudite. Et je pense que lui, pour la Coupe du Monde, il voulait quand même rester en Europe pour bien se préparer. Donc il a fait le choix d'aller au PSG, mais j'ai l'impression qu'il a fait le choix d'aller au PSG à contre-cœur. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit après en interview. Et peu importe le club, ça aurait été à contre-cœur. Bah ouais, voilà. Mais donc il y a ce truc où moi je trouve ça difficile d'aimer un joueur. Mais tu sais, en fait, c'est comme les relations, quoi. Tu sais, mettons si tu sors avec une meuf qui après te dit ah bah tu sais, je l'ai jamais aimé ce gars, dès le début je l'aimais pas. Bon bah tu vas pas l'aimer, quoi, tu vois. Tu sais, tu vas garder un souvenir amer de cette meuf, forcément. Bah nous c'est pareil. Et tu sais, c'est un truc que j'aime beaucoup avec les supporters du Paris Saint-Germain, c'est que au PSG, je pense qu'à Marseille, c'est un peu la même chose, mais au PSG, tu pourrais avoir les plus grands joueurs. S'ils donnent pas tout pour le maillot, s'ils sont là en mode je m'en bats les couilles du PSG, bah tu vas pas aimer ce joueur, quoi. Tout simplement, tu sais, genre tu vas pas lui lécher les bottes parce que c'est Messi et tu vas pas aimer. Et tu vas préférer un joueur moins fort qui lui donne tout, mais là tu vas l'aimer de tout ton cœur, quoi. Et moi je pense que c'est aussi ça le supporterisme. Et puis bon voilà, bah, Messi ça n'a pas fonctionné au PSG, bah tant pis, dommage, tu vois. Mais tu sais, ce qui est dommage, c'est que Messi, je garde pas tant d'images de lui, hein. Je garde son coup franc, là. Bah, j'ai son coup franc contre Lille là, la dernière minute, mais tu sais c'est quand même pauvre, tu vois, un coup franc contre Lille, Ligue 1, quoi, ouais, voilà ça. J'ai son but contre City là, ouais. Mais à part ça, tu vois, j'ai même son penalty raté contre le Real, mais j'ai pas de grands souvenirs de Messi au PSG. C'est juste un rendez-vous manqué, c'est dommage. Tu vois. Et Neymar, à l'opposé, un joueur comparable en termes de talent. J'ai vu que tu l'as souvent défendu sur Twitter. Mais moi Neymar, j'aime bien parce que bon, déjà, c'est un génie du football. Et surtout, c'est un mec qui s'amuse, quoi. Tu vois. Et ça, je trouve que c'est rare dans le football actuel. Je trouve qu'on a beaucoup de robots, beaucoup d'athlètes. Et lui, Neymar, c'était juste un magicien comme Ronaldinho, comme des joueurs à l'époque comme Jalminia, etc. C'est un mec qui juste veut s'amuser, dribbler. Toi, il y a une image qui m'avait marqué lors de son passage au Paris Saint-Germain. C'était, je crois que c'était un match contre Strasbourg, si je dis pas de bêtises, où en gros, il avait fait une aile de pigeon à un joueur, il charriait et tout. Et l'arbitre lui avait mis un carton jaune parce qu'il charriait en faisant des ailes de pigeon. Et moi j'étais là, genre, mais c'est pas possible, quoi. Tu vois, genre, comment tu peux mettre un carton à un mec qui fait rêver tout un stade avec des gestes techniques, etc. Et en fait, moi je trouve que ça manque aujourd'hui, ces joueurs fantasques, ces joueurs un peu fous qui font des choses incroyables avec le ballon. Tu vois, je préférerais 1000 fois un Neymar qui faisait des gestes techniques de fou qu'un Mbappé qui était vraiment en mode genre athlète, puissance, vitesse, tu vois. Neymar, c'est un génie du ballon rond, quoi. Tu vois. Forcément, un mot sur Kylian Mbappé. 7 ans au Paris Saint-Germain, meilleur buteur de l'histoire du club. Est-ce que ça suffit pour être le meilleur joueur de l'histoire du PSG ? Moi, je pense que là-dessus, je suis assez catégorique. Je pense que Mbappé n'est pas une légende du Paris Saint-Germain. Ah, carrément. C'est certes le meilleur buteur de l'histoire du club, mais en fait, tu sais, le football, c'est pas simplement des stats, en fait. Le football, il aurait pu mettre 4000 buts, je m'en fous, en fait. Le foot, c'est pas des stats. Le foot, tu vois, par exemple, il y a des joueurs au PSG, comme Juan Pablo Sorin. C'est un mec qui est resté 1 an au Paris Saint-Germain en 2004. Il a cette stat folle d'avoir jamais perdu avec le Paris Saint-Germain. Il a tout donné pour le club en 1 an. Si tu regardes ses stats, c'est probablement un truc comme, je sais pas, 28 matchs, 2 buts, 4 passes décisives. Tu sais, c'est pas énorme, quoi, tu vois. Mais il avait cette grinta, il avait ce truc, etc. Il a tout donné. Les supporters du PSG adorent Sorin, tu vois. Et il y a des mecs comme ça, tu sais, Djorkaeff, il a fait qu'1 an, Leonardo, il a fait qu'1 an, etc. Mais on adore ces mecs-là. Moïse Kean, plus récemment, ça parle. Ouais, Moïse Kean, pareil, tu vois. Il y a ce truc où les gens ont adoré Moïse Kean parce que, je sais pas, il avait une bonne énergie. Tu sais, il allait faire après les matchs, il allait donner de la bouffe au SDF, etc. Tu sais, sur le terrain, il était sympa et tout. En fait, je sais pas. En fait, parfois, il y a des choses qui s'expliquent pas au foot. L'amour que tu peux avoir pour un joueur, ça s'explique pas vraiment. Et je trouve qu'il y a toujours une relation froide et robotique entre Mbappé et les supporters du Paris Saint-Germain. Et tu sais, il y a des... Même l'image de son tifo là, pour son dernier match, c'était sans émotion. Oui, non, mais parce qu'il n'y avait rien, en fait. Ouais, tu peux pas faker ça, tu vois. Et souvent, il y a des edits sur Twitter où tu vois la liste de tous les trucs qu'il a fait au Paris Saint-Germain, de mauvais. Tu dis, mais c'est un truc de ouf, on dirait un sketch, c'est pas possible, tu vois. Genre, tu sais, tous les trucs du pivot gang, de dormez bien, mangez bien, la fameuse phrase de si je devais lier mon avenir avec des champions, je serais parti déjà très loin. Quand il fait une conférence de presse en équipe de France et qu'il dit je suis dans une bonne équipe, ça change, c'est ça que je veux dans une bonne équipe. En fait, ça contribue pas à la cohésion d'équipe, à avoir un bon élan collectif et à avoir une bonne ambiance dans le vestiaire, etc. Forcément, ça crée des frictions, quoi. Et en fait, je trouve que ce gars a très souvent pissé sur le Paris Saint-Germain. Et tu vois, même quand il part, son premier move, c'est de faire un procès au club et tout, tu vois. Donc en fait, il y a un truc où je trouve qu'il s'est mal comporté avec le PSG.
et ça donne pas envie de l'aimer, encore une fois. Je veux dire, tu sais, encore une fois, c'est un peu... Est-ce que même à ses débuts, tu l'aimais pas? Même Non, au début, j'adorais. Ok. Franchement, quand il arrive au PSG, en plus, il y avait ce truc de... Tu sais, il était jeune, il parlait bien, il s'exprimait bien, il avait l'air d'avoir la tête sur les épaules, mais je pense qu'à un moment donné, il y a eu une sorte de switch. Je sais pas comment l'expliquer, je pense que c'est un peu... Je pense en fait, il est arrivé pour servir Neymar, entre guillemets. Ouais. Et à un moment, il a compris que Ouais, il y a eu un truc c'est d'égo, lui quoi. la tête du projet. Ouais. Et une fois qu'il a eu ce rôle-là, il s'est dit, je dois être le meilleur, je dois être Ouais. au centre. Du coup, il se passe des trucs, tu joues plus pour le collectif, tu joues pour toi-même. C'est ça. Et puis après, il y avait une approche un peu NBA du football, quoi, tu vois, basée sur les stats et tout machin. Et je sais pas, les gens se sont mis à moins aimer Mbappé et tout. Et puis même, tu vois, en équipe de France, maintenant, il y a ce truc où il y a eu des fuites comme quoi, apparemment, il y a certains joueurs qu'on avait un peu marre de son comportement et tout. Donc Moi, je pense là, aussi au que Real, tu vois ce qui se passe aussi. Tu vois. je pense aussi que c'est très très difficile d'assumer le fait d'être un franchise player. Comme un Messi, comme un Ronaldo. C'est pas donné à tout le monde. Ouais, t'as très peu de joueurs qui peuvent assumer ce rôle-là à tous les matchs. J'ai une question pour toi. Est-ce que, parce que là, on enregistre quelques jours après le PSG Real 4-0, ouais. Il balance toutes ses phrases sur le PSG en disant le PSG gagnera jamais la Ligue des Champions. En gros, c'est ce qu'il dit. Hein, moi, je vais ailleurs pour la gagner, la Ligue des Champions. Bon, il part. L'année où il part, le PSG gagne la Ligue des Champions. Et là, on le rencontre, on le fume 4-0. À ton avis, il se dit quoi dans cette tête-là, tu vois? Parce que tout le monde est là à dire ouais, il doit avoir le seum de ouf et tout. À ton avis, comment il gère mentalement cette situation? Moi, je pense qu'il doit se poser mille et une questions. Hein. Parce que tout est remis en cause en fait dans son projet de carrière. T'es là, tu veux gagner le Ballon d'Or, tu veux gagner la Ligue des Champions, tu veux être au sommet du football, tu te retrouves à être un frein pour le Real Madrid. Ouais. C'est ça en fait. Les supporters du Real lui reprochent son manque d'implication pour le collectif, le fait qu'il ne presse pas, etc. Tu vois, là, il commence à dire quand on avait Rodrigo, Bellingham, Vinicius, tout allait bien, il y avait une cohésion et tout, et là, il a tout envoyé en l'air. Quoi. Après, c'est pas uniquement de sa faute, parce qu'au milieu, le Real, par exemple, n'a pas remplacé Kroos. Ouais. Il y a eu une politique bizarre de la part de Florentino Pérez, en fait. Il a pas mis en avant le projet sportif en recrutant Mbappé. En fait, le Real n'avait pas besoin de Mbappé. C'était pas la priorité. T'avais Vinicius à gauche, Mbappé c'est pas un vrai neuf. Benzema l'a déjà dit d'ailleurs. Bah, moi, il y a une image qui me fascine quand même. Et cette image, franchement, elle est accablante pour lui. C'est cette fameuse image où on voit, que tu dois connaître, où on voit Luis Enrique en train de lui expliquer ce qu'il doit faire pour les 2 mois qui lui restent au Paris Saint-Germain. Il est là à prendre des parallèles avec Michael Jordan parce qu'il adore Jordan. Il lui dit, si tu presses, tu vas devenir un putain de joueur, etc. Tu vas partir par la grande porte. Peut-être que ça nous permettra de gagner la Ligue des Champions, etc. Ce qu'il lui dit entre les lignes. Et t'as Mbappé qui l'écoute, mais on sent qu'il écoute d'une oreille, quoi, parce que finalement, il a jamais mis en place ce que lui avait demandé de faire Luis Enrique. Et tout ce que lui demande de faire Luis Enrique dans cette vidéo, c'est ce qu'a fait Dembélé cette année. Exactement. Quoi. Et Dembélé, t'imagines, Dembélé va avoir le Ballon d'Or probablement. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si Mbappé avait écouté à la lettre Luis Enrique, probablement qu'il aurait gagné la Ligue des Champions au PSG. Est-ce qu'il est capable de le faire? C'est une bonne question. Parce qu'en fait, moi, si j'étais Mbappé, et je me suis souvent posé la question, moi, si j'étais Mbappé, quand même, je pense que je me remettrais en question. Et je pense que, tu vois, son père, ça a l'air d'être un mec cool, quoi, le père d'Mbappé, tu vois. Et c'est un mec qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules. J'imagine qu'il lui parle, son père, quoi, tu vois. Et en fait, moi, si j'étais Mbappé, je me dirais, putain, ouais, peut-être qu'il faudrait que je fasse le pressing, en fait, tu vois. Et là, quand je vois que contre nous, il se fait chipper la balle à un moment donné par Gvara et qu'il court même pas à temps pour aller le récupérer. Tu sais, c'est plus. Je sais plus, il y a un mec qui a dit ça récemment, il a dit, il faut que Mbappé comprenne que le football basé sur l'individualité en 2025, ça y est, c'est en train de s'effacer, quoi. À part si t'es un génie. Ouais, à part si t'es Messi, quoi. Oui. Mais c'est pas Messi. Et d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles de cette image où on voit Verratti qui lui dit arrête de demander la balle dans les pieds, genre juste prends la profondeur, en fait, parce que c'est ta force. Mais arrête de demander la balle dans les pieds. T'es pas Neymar, t'es pas Messi, etc. Et moi, je pense qu'il a tellement envie d'enchaîner les ballons d'or, d'être le joueur qui est capable d'être rapide, buteur, mais aussi technique, passeur et tout, qu'il se perd dans son football. Et tu vois, le Mbappé de la Coupe du Monde 2018, j'ai peur qu'on le retrouve plus jamais parce que c'était un Mbappé fait d'insouciance et c'est plus le cas aujourd'hui, quoi, tu vois. Cette saison 2024-2025, sans star à son début après le départ de Mbappé, sans véritable star planétaire, on peut le dire, c'est devenu la plus grande saison de l'histoire du Paris Saint-Germain. Raconte-nous un peu comment tu l'as vécu. Quels ont été tes moments les plus marquants? Est-ce que tu as été au parc? Ouais, j'ai été au parc, j'ai eu cette chance, mais la saison, elle est folle parce que, tu vois, je vais même te dire une chose. Moi, j'étais un peu dubitatif sur Luis Enrique. Parce qu'en fait, quand il arrive, il faut savoir que c'est un Luis Enrique qui est en perte de vitesse. Il gagne la Ligue des Champions au Barça, mais c'est quand même un Barça où tout roule. C'est une Formule 1, tu sais, t'as Messi, Xavi, Iniesta, etc., Busquets. Je dis pas que c'est facile clé en main, mais quand même, il y avait des bases qui étaient là, assez puissantes. À la Roma, c'est un flop.
Avec l'Espagne, c'est un terrible flop. Dans mes souvenirs, ça perd contre le Maroc, justement. Ça perd contre le Japon. Et contre le Maroc, il y a une forme de stérilité dans le jeu, tu le sens. Ouais, en plus, ouais, tu vois. Et tu sais, ce truc de faire des passes, mais à chaque fois jamais tirer, jamais avoir d'action et tout. Et moi, quand il signe au PSG, je me dis, putain, c'est vraiment un Luis Enrique un peu, genre, en fin de parcours qui arrive. J'y croyais pas trop au début. Et il y a les premiers matchs où ça fait à peu près la même chose que l'Espagne contre le Maroc ou contre le Japon, où ça tourne, il n'y a pas vraiment d'action, ça fait 1 milliard de passes, mais il y a... Premier match 0-0 aussi. Contre Lens. Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça. Ouais. Et je regarde le match et je me dis, oh, ça va être le... On va voir toute l'année l'Espagne contre le Maroc ou contre le Japon. Et moi, j'étais pas vraiment fan, quoi. Tu vois. Et puis, il y a des matchs qui étaient un peu catastrophiques contre Newcastle, où on se prend une branlée à St. James Park et tout. Et ouais, j'étais un peu dubitatif. Je me dis, putain, est-ce que ça a marché, Luis Enrique et tout? Mais quand t'es supporter, t'as toujours envie d'y croire, quoi. Tu vois. Et puis, il y a une sorte de magie qui s'est opérée. Cette magie, c'est même pas une magie, je pense que c'est un miracle. Le match contre City, où on est mené 2-0. Tu sais que j'étais au stade. Ah, t'étais au stade? Ouais. C'était la folie ou pas? J'étais dans le parkage de City. Ah ouais? J'avais été invité par une marque. Mais non. Ouais, putain, trop marrant. Ils étaient deg ou pas? Ouais, de ouf. J'aime bien ça. Et non, et en fait, ce match, c'était cool à vivre en vrai ou... Ouais, c'était, j'ai bien aimé. Je pense que c'était le match le plus marquant au parc cette année. En vrai. Ouais, c'était fou. Ouais. Et puis en plus, c'était la première fois où il y avait ce fameux maillot bleu qui nous apportait chance. Oui, exactement. Et il pleuvait, il y avait une sorte de cinématographie autour du match. Exactement. Voilà, c'était très cinématographique ce match. Et puis finalement, on gagne 4-2. Et de là, il y a une sorte de déclic qui s'opère dans la saison du Paris Saint-Germain. Je pense que si on avait perdu contre City, la fin de saison aurait été très très longue. Et finalement, on gagne ce match. Et puis après, voilà, il y a une magie qui s'opère. Et c'est une saison de rêve. Tu sais, moi, j'étais au Parc des Princes. Je voulais à tout prix aller à Munich. Finalement, j'ai eu qu'une place pour y aller. Et je me suis dit, bon, je préfère rester à Paris et le vivre avec des amis, quoi, plutôt que d'être tout seul à Munich. Et donc, j'ai eu la chance de le vivre au Parc des Princes. Tu sais, il y avait une retransmission au parc. Et je n'ai jamais vu une ambiance aussi folle que ce soir-là au Parc des Princes, parce que là, pour une fois, il y avait tout le stade qui était en folie, quoi. Pas simplement Auteuil et Boulogne, tout le stade. Et en fait, je pense qu'il y a eu un état de sidération, parce que ce soir-là, j'ai pas compris ce qui se passait, en fait, parce que 5-0, avec des buts extraordinaires, avec un état d'esprit fou. En fait, c'est comme si tout se passait comme dans un rêve. On a tellement été habitués à la loose avec le Paris Saint-Germain, tu sais, je te parlais tout à l'heure des remontadas, de Manchester, etc., que en fait, c'est un peu comme si le destin nous avait dit, bon allez les gars, je vous ai chié dessus pendant des années, je vous ai offert des matchs de loose, vous êtes fait charrier par tout le monde au travail, à la cour de récréation, dans la rue et tout machin, je vous offre un peu de bonheur. Vous avez mérité cette soirée de bonheur. Tu vois. Et la séance de penalty contre Liverpool aussi. Ouais, ça c'était dingue. Mais tu sais, c'est marrant parce qu'on parle de... peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, mais ça parle beaucoup du Ballon d'Or en ce moment. On cite un peu les mêmes joueurs, mais pour moi, le joueur de cette compétition européenne du Paris Saint-Germain, c'est Gianluigi Donnarumma. C'est-à-dire que Donnarumma, il y a eu un edit comme ça qui est sorti, où on voit toutes ses parades sur la Ligue des Champions. Il te sort des matchs contre Aston Villa, contre Liverpool 2 fois, contre Arsenal aussi. Le premier quart d'heure fou d'Arsenal au Parc des Princes au retour, il te fait des arrêts de dingue. Tu vois. Et en fait, s'il n'y a pas Donnarumma, je pense qu'on ne gagne pas la Ligue des Champions. Donnarumma te fait une saison mais extraordinaire. Et d'ailleurs, j'aimerais bien voir un jour... je sais pas, c'est pas Lev Yashin, je crois, le russe qui a gagné le dernier Ballon d'Or. Ouais, c'est le seul. Ouais, c'est ça. C'est rare les gardiens qui gagnent. Et vu qu'ils ont ajouté maintenant le trophée Yashin, il n'y aura plus de Ballon d'Or gardien. Ah bon, c'est fini ça? Bah, je pense que dans les non, c'est possible. Ah, c'est possible. Mais dans l'esprit des journalistes, vu qu'il y a ce trophée-là à côté. Ouais, mais ce serait cool quand même un Ballon d'Or pour un gardien. Ouais. Neuer en 2014, il aurait pu. Hein. Ouais, grave. Franchement, il aurait pu. Ouais, grave. Mais ça m'aurait pas choqué qu'il soit Ballon d'Or. Mais grave, parce que je pense que j'ai jamais été autant impressionné par un gardien que Neuer en 2014. C'était vraiment un robot, quoi. Pour toi, Dembélé, il sort vraiment du collectif. Il sort du lot. Pour le Ballon d'Or, tu parles pour mériter le Ballon d'Or. Oui, pour moi, c'est Ballon d'Or, Dembélé. En fait, il y a... Mais tu sais, c'est ça qui est fou avec ce PSG actuel, c'est que dans le 11 là actuel, il y a plusieurs joueurs qui pourraient concourir au Ballon d'Or. T'as Dembélé, t'as Hakimi, t'as Vitinha, t'as Donnarumma. Ouais, c'est les 4 joueurs qui pour Mendes moi... pas très loin aussi. Ouais, Mendes pas très loin, mais je pense que c'est vraiment les 4 joueurs, Doué trop jeune, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment les 4 joueurs qui pourraient concourir au Ballon d'Or. Mais ouais, je pense que Dembélé... Et tu sais, en plus, ça me ferait plaisir que Dembélé l'ait parce que l'histoire, elle est folle. Tout à l'heure, tu me parlais de parcours cinématographique. Dembélé, c'est un mec, tout le monde lui chie dessus avant. Parce qu'il finit pas ses actions, parce qu'il est maladroit, parce qu'il se blesse souvent, parce qu'il lui en faut 17 pour marquer un but et cadrer, etc. Et puis, je sais pas, il y a un truc qui s'est débloqué comme ça. Il y a son passage dans l'axe. Il y a aussi le fait qu'il respecte, on en parlait tout à l'heure, les consignes de Luis Enrique à la lettre, qu'il fasse un pressing dingue. Tout le monde a vu cette image où il est en train de fixer Yann Sommer
en finale de la Ligue des Champions comme un mort de faim et tout, tu vois. Il y a vraiment un truc, elle est forte cette image. Et rien que pour ce côté, je pars de loin, tout le monde me chie dessus, personne ne croit en moi. Et là, je suis sur le toit du monde, j'ai envie de le voir gagner le Ballon d'Or. Et puis en plus, je trouve que c'est un mec qui est sympa, tu vois. Tu sais, quand il est en interview, il est toujours marrant. Je trouve qu'il dégage une simplicité. Ouais, une simplicité, une vibe un peu drôle, tu vois. Tu sais, quand on le voit jouer au jeu de coach dans l'avion, etc. Je trouve qu'il dégage un truc sympa, ce gars, tu vois. Moi, je vais dire la vérité, j'étais dans la team Yamal il y a quelques mois. Après le match contre l'Inter et tout. En demi-finale, je me disais, Yamal, il sera forcément Ballon d'Or parce qu'individuellement, il sort vraiment du lot. Mais je sais pas, au fil des semaines, j'ai pris un peu le recul, je me suis dit, la saison que fait Dembélé... Ouais, mais tu vois, le problème, c'est qu'en fait, tout le monde parle de Yamal pour ce match contre l'Inter. Mais c'est trop dur de gagner. Il y a d'autres matchs aussi. Mais c'est vrai que ces stats, elles sont pas ouf cette année, hein, tu vois, en termes de but de passe. Et puis en plus, moi, je trouve qu'il y a un truc qui joue, c'est que là, et après, c'est l'erreur de la jeunesse, tu vois. Et aussi, pareil, je pense pas que son père ait l'air d'être le meilleur conseiller possible. Tu vois, ça va être un problème dans sa carrière. Je pense que ça va être un problème dans sa carrière. Mais là, tu vois, on parle de Yamal en tant que Ballon d'Or. Ses premiers choix, c'est de se taper une meuf qui a 30 ans. C'est d'aller au Brésil avec Neymar, qui est pas le mec le plus tu vois, sérieux de la planète. Je vois qu'il est en soirée tout le temps. Je pense qu'il y a des escortes dans le lot. Et là, il vient de s'acheter une chaîne Louis Vuitton, une des chaînes les plus chères de l'histoire avec plein de diamants, etc. Donc en fait, il renvoie un truc bling-bling face à un Dembélé qui, lui, est là, genre, combatif, à faire du pressing, il parle pas dans les médias, il maîtrise sa communication, etc. Et ça compte pour un Ballon d'Or, quoi, tu vois. Et là, moi, j'ai peur que Yamal, tu sais, il suffit d'une blessure ou d'un truc. Là, à 16 ans, 17 ans seulement, je trouve qu'il prend une direction qui est pas ouf, Yamal. Mais Yamal, là, ces 2 derniers mois, en fait, lui, quand il est sur le terrain, il gagne des points. Ça joue en sa faveur parce que c'est un génie. Hein. Ouais. Balle au pied, c'est incroyable ce qu'il fait. Mais dès qu'il n'y a plus de matchs, tout ça, et que t'as le PSG qui joue, le Barça qui joue pas, obligatoirement, la dernière impression, elle est très importante. C'est ce que me disait d'ailleurs Gérard Réginès, qui était l'ancien rédacteur en chef de France Football. J'ai vu l'épisode. Ah, t'as vu? Ouais. Il m'en parlait, il m'a dit la dernière impression, c'est quelque chose qui compte énormément pour le Ballon d'Or. Mais même là, tu sais, le fait qu'il ait marqué contre le Real et le Bayern, je pense que c'est plié, tu vois. Et au moment où j'ai fait l'interview avec lui, franchement, je sentais dans ses paroles que même lui, il hésitait entre Yamal et Dembélé. Ah ouais. Et c'était avant la Coupe du Monde des clubs. Ouais. Ou bien c'était au début. Dembélé était encore... mais Yamal, il a le temps, tu sais, il a quel âge? Il est même pas majeur, il a 17 ans. C'est ça. Ouais. Il a le temps, il y a cet argument aussi. Ouais, tu sais, il a le temps pour gagner plein de ballons d'or. Moi, je pense que c'est bien aussi de donner à des gars qui ont connu des blessures reloues, qui ont changé leur football aussi. Parce que Dembélé, t'imagines, il a quel âge là? Il a 28 ans, 27 ans. Ouais. Il a attendu 27-28 ans avant de changer son football. Et ce qui lui sert aussi, c'est le contraste avec Mbappé. Bien sûr. Mais t'as vu là, je marchais dans le métro il y a quelques jours, et en fait, il y avait une pub pour le prochain match de l'équipe de France. Il y avait 3 joueurs, c'était Mbappé, Saliba, Dembélé, et c'était Dembélé qui était au milieu. Et ça, dans la communication, dans la pub, ça compte. C'est pas anodin quand t'es au milieu de la photo. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les jeunes s'identifient beaucoup plus et aiment beaucoup plus Dembélé qu'Mbappé. Et genre, Mbappé, et on connaît son ego, a été déplacé sur la gauche pour laisser place à Dembélé au milieu. Et ça, c'est pas si anodin que ça, quoi, tu vois. Ouais. Donc, ça aurait été impensable il y a 1 ou 2 ans. Et je pense qu'il aurait même gueulé. Avant de passer à la dernière partie, question rapide, est-ce que tu peux me donner ton 11 à toi, de tes joueurs préférés que tu as vu jouer au Paris Saint-Germain? Pas forcément les meilleurs. Hein. Alors justement, c'est une question difficile parce que j'ai envie de faire un classement avec ceux qui sont pour moi les meilleurs joueurs de l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais il y a plein de joueurs que j'ai aimés, que j'ai adorés. Même plus que les plus grands joueurs de l'histoire du Paris Saint-Germain, mais que je peux pas mettre dans la... Vraiment, je pense à des mecs comme Néné ou Patrice Loco. C'est des joueurs que j'ai adorés, mais j'ai envie de rester sérieux et de te faire une belle compo quand même, quoi, tu vois. Je partirais sur un 4-4-2. Au goal, je mettrais Donnarumma. Pendant très longtemps, pour moi, le meilleur gardien de l'histoire du Paris Saint-Germain, ça a été Bernard Lama. Mais là, Donnarumma, je t'en parlais tout à l'heure, la saison qu'il fait... Moi, j'ai jamais vu ça, c'est extraordinaire, quoi. C'est un gardien extraordinaire. Donc, je te mettrais Donnarumma au goal, dans ma team légende PSG. Arrière droit, Hakimi. Je pense que c'est le plus grand défenseur droit de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et j'ai même envie de te dire qu'il est en passe de devenir le plus grand latéral droit de l'histoire. C'est qu'en fait, à chaque fois, on pense à Cafu ou à Dani Alves. Cette parenthèse m'intéresse, vas-y. Ouais. Non, mais tu sais, à chaque fois, on pense à Cafu ou à Dani Alves. Mais je pense que là, Hakimi, il te fait encore 2-3 saisons comme ça. Il n'y a pas d'égal dans l'histoire du football, quoi. Défense centrale, Thiago Silva, Marquinhos, parce que les 2 plus grands défenseurs centraux de l'histoire du Paris Saint-Germain. À gauche, Nuno Mendes.
Avant, tu vois, j'aurais pensé à Maxwell, mais là, Nuno Mendes. Puis en plus, tu sais, le fait d'avoir cette équipe qui a gagné la Ligue des Champions, ça reste dans l'histoire du PSG, quoi. Donc, on a la défense. 2 milieux relayeurs défensifs, je mettrais Thiago Motta, Vitinha. 2 milieux offensifs, et ça me fait chier de pas mettre Ronaldinho, mais je mettrais Di Maria et Rai. Parce que tu vois, Di Maria, mine de rien, on n'en parle pas souvent, mais c'est le meilleur passeur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Mental extraordinaire. Tu vois, c'est l'arme quand il part du PSG et tout. Grand joueur, Di Maria. Rai, parce que c'est une légende. Et je mettrais une attaque Pauletta, Zlatan. Voilà pour mon 4-4-2 de l'histoire du Paris Saint-Germain. Bon, la dernière partie, jeu rapide. On fait tout le temps ça dans nos podcasts. J'aime bien. Faut répondre de manière assez succincte, à part si tu as vraiment un doute. Tu peux prendre ton temps. Donc là, il faut répondre rapidement. Ouais, mais Okay. tu peux réfléchir. Y a pas de... Ok. Tu préfères revivre PSG Inter 5-0 ou revoir ton film préféré pour la première fois au cinéma? C'est une bonne question. C'est quoi ton film préféré déjà? Je sais pas si j'ai des films préférés, mais en tout cas, je me souviens de séances que j'ai adorées quand j'étais petit. Par exemple, voir Jurassic Park au cinéma. J'avais 11 ans, donc ça, c'est l'âge parfait. C'était dingue, quoi. Tu vois. Même, je sais qu'en off, on avait parlé Titanic. Moi, Titanic, je l'avais vu avec ma grand-mère, avec toute la famille et tout. J'allais dire Titanic, mais j'ai laissé la question. Ouais, mais tu sais, c'était trop bien. Tu vois, c'est des vrais bons souvenirs de famille. Mais tu sais, j'ai tellement attendu de la Ligue des Champions. Tu sais, la Ligue des Champions, je l'attends depuis que j'ai 10 ans, quoi. Tu sais, j'en rêve tous les ans. Quel est ton pire souvenir lié au PSG? Il y en a plein. Pendant très longtemps, ça a été une finale de Super Coupe d'Europe qu'on a perdu 6-1 contre la Juve. C'était en 97. J'ai même pas de souvenir de ça. Mais ça, à l'époque, c'était vraiment la honte. On avait perdu 6-1 au Parc des Princes. Il y avait Zidane qui jouait. Et tout. Mais non, mais je pense qu'en fait, en vrai, la vraie réponse, c'est la remontada. Mais je pense que ça, c'est pour tous les supporters du PSG. Moi, la remontada, j'étais au ski, je m'en rappelle. J'avais vu le match dans un bar. Et j'ai pas souvenir d'avoir été autant, enfin même KO après un match. Quel joueur ferait un bon acteur selon toi? Alors, tu sais quoi, je vais te répondre un truc. Je pense qu'il serait très mauvais acteur, mais j'adorerais le voir. Peut-être Thierry Henry, tu vois. Thierry Henry. Parce qu'en fait, Thierry Henry, le nombre de mèmes, c'est ça? Ouais, c'est ça, tu vois. Tu sais, il a toujours une grimace, il a toujours un truc. Et puis, alors, je vais te répondre Thierry Henry parce que parfois, il y a des interviews de joueurs ou des apparitions de joueurs et tu sais que ça va être chiant, tu vois. Tu sais que ça va être chiant parce que le discours, il va être policé, parce que... Et à chaque fois qu'il y a Thierry Henry, tu sais, quand on était avec Prime Vidéo et tout, moi, j'adorais parce que ça donne envie de rester, parce que tu te dis, il va dire une dinguerie, enfin, mais une dinguerie positive, quoi. Tu sais, il va dire un truc cool, quoi. Et moi, j'aime bien ces gens où il se passe quelque chose quand ils prennent la parole, quoi. Regarder un match dans une salle de cinéma, est-ce que ça te parle? Je suis pas trop fan de l'idée. Pour moi, le cinéma, c'est vraiment pour voir des films. Et le football, c'est la télévision chez soi avec des amis ou le stade. S'il fallait choisir une 3e étoile pour l'équipe de France en 2026 ou un back-to-back Ligue des Champions pour le PSG? Le PSG tous les jours. Okay. Mais moi, j'ai toujours été plus supporter du PSG que de l'équipe de France. Tu vois. Genre, j'adorais l'équipe de France quand j'étais petit, tu vois, jusqu'à 2002, 2003. Après, je me suis un peu désintéressé de l'équipe de France. Et tu vois, c'est dur à dire, mais 2018, ça m'a pas fait grand-chose. Et le pire, c'était au Qatar, la finale. Tu sais, je la regardais un peu d'un œil et tout. Tu vois, je m'en foutais, France-Argentine. Tu sais, j'étais même pas dégoûté quand on a perdu. Tu sais, je suis passé à autre chose très rapidement. Alors que tu vois, France 2006, la finale contre l'Italie où on perd au pénalty avec Trezeguet, j'étais dégoûté, quoi. C'est à cause des joueurs ou du style de jeu? Non, je pense que c'est peut-être à cause des joueurs. Mais c'est une bonne question, ça. Pourquoi j'aime moins l'équipe de France qu'avant? Parce que, tu vois, moi, enfin, tu sais, tout ce qui était genre Zidane, Thierry Henry, Thuram, tout ça, ça me faisait rêver, tu vois, avant. Mais là, les joueurs de maintenant, je pense que, je sais pas, il y a aussi un truc de football qui a changé où, moi, tu vois, ce qui me plaisait avant, c'est que c'était des darons, quoi, tu vois. Genre, tu sais, je regardais des darons jouer au foot. Et là, c'est plus des enfants, tu sais, un peu capricieux, tu vois. Je sais pas, il y a un truc un peu... Non, je vois ce que je veux dire. Il y a la photo, là, en 2006, c'était quoi la raison que des chauves. Ouais, oui, bah écoute, merci. Merci à toi, c'était trop cool. Venu, c'était un plaisir. Je pense qu'on a fait le tour, hein, c'était un plaisir. PSG, cinéma, foot. D'ailleurs, ce sera le nom du podcast. Cinéma, foot et PSG. Mais attends, je te pose une question. Il n'y a pas déjà eu un PSG Wydad dans le passé? Si. Mais c'est ça, hein. Si. Ça me dit quelque chose. En 2011, match amical à Marrakech. Voilà, ça me dit quelque chose. Juste avant le rachat par le Qatar. Il y avait eu combien? Un partout. Donc on a un match de notre historique. PSG Wydad. Ouais. C'est beau, hein.